J'espère vraiment que vous allez bien aujourd'hui. Donc, on va parler de pollution numérique. Alors, on ne va pas faire un grand sujet, un grand débat sur la pollution numérique. Alors, moi, je suis personnellement, et ça, c'est juste mon opinion personnelle, je suis quelqu'un qui est très sensible à la protection de l'environnement, etc. Parce que, voilà, ça fait partie des choses qui me préoccupent un petit peu, sur lesquelles j'essaye d'agir au quotidien comme je peux. Je suis loin d'être parfait, mais en tous les cas, voilà, je suis sensible à ça. Ça vient de mon expérience professionnelle. Pour faire simple, j'ai travaillé dans une entreprise qui était certifiée ISO 14001 il y a pas loin d'une petite quinzaine d'années. Moi, j'ai en fait d'un milieu professionnel dans lequel on m'a donné une culture de la protection de l'environnement. Quand j'étais plus jeune, j'avais 20 ans et qu'on a commencé à me parler de ça dans mon ancienne boîte, je disais ouais, ils m'emmerdent avec leurs trucs. Et voilà. Et bon, bah voilà, c'est venu avec le temps et j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Bref, donc aujourd'hui, en fait, ce que je vais vous partager, c'est deux, trois informations, deux, trois chiffres pour. J'ai pas l'intention en fait de changer vos mentalités, mais juste vous donner quelques informations sur quelques chiffres. On a un expert quand même dans la salle qui est peut-être pas forcément dans le milieu du numérique au niveau de la pollution et du traitement des déchets, mais on a Manuel qui est en haut à droite de mon écran et à qui je pourrais éventuellement laisser la parole en fin de la conférence s'il le souhaite. Parce que lui, en fait, il est expert, il est consultant, si je peux dire ainsi, dans le domaine de la protection de l'environnement, plutôt dans le traitement des déchets. Mais je peux imaginer qu'il a quand même des notions par rapport à, à ce genre de domaine. Donc voilà, donc quelques chiffres. Allez, je partage l'écran, j'ai fait quelques screenshots. Là, c'est en fait, c'est ni plus ni moins qu'un rapport de l'ADEME sur la face cachée du numérique. Et en fait, j'ai repris juste quelques pages, j'ai fait quelques impressions d'écran. Je pourrais vous partager le document si ça vous intéresse. C'est disponible en ligne. Et l'idée, c'est de vous donner quelques chiffres. En gros, dans un instant, on va voir ce qui se passe quand vous faites une requête sur Internet. Et là, je vais vous donner quelques chiffres comme ça dans les grandes lignes. Donc, en une heure, on a à peu près entre 8 à 10 milliards d'emails qui sont échangés en dehors des spams. Donc vraiment dans nos échanges de courrier, voilà, chaque heure, on envoie, et on va dire 9 milliards pour faire une moyenne, 9 milliards d'emails. On peut imaginer qu'en ce moment avec le télétravail, il y en a peut-être un peu plus, j'ai pas de notion par rapport à ça. En une heure, sur Terre, on fait à peu près 180 millions de recherches Google. Voilà, donc ça, c'est vraiment des chiffres qui sont importants sur notre utilisation, sur notre usage. On ne s'en rend pas forcément compte, nous, de notre côté, depuis notre ordinateur, mais voilà ce qui se passe en moyenne. 15 000 kilomètres, c'est la distance moyenne parcourue par une donnée numérique, un mail, un téléchargement, une vidéo, une requête web. Pourquoi? Parce qu'on va le voir dans quelques instants. En fait, quand vous faites une requête sur Google ou ailleurs, ou quand vous envoyez un email ou quoi que ce soit, ça passe par tout un tas de serveurs, d'où le schéma que vous avez ici. Et tous ces serveurs, en fait, votre donnée, à la vitesse de la lumière, si je peux dire ainsi, elle va circuler, elle va parcourir à peu près 15 000 kilomètres. En 2020, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui dans la présentation de l'intervention. Je vais couper mon WhatsApp. Pardon. Dans la présentation d'aujourd'hui, je vous ai dit qu'en 2020, on avait à peu près. Alors, je vais juste me mettre. Excusez-moi, c'est parce que je veux juste pas qu'on soit trop pollué par les bruits sonores. Voilà. En 2020, on a franchi un cap dans lequel le numérique, donc notre utilisation notamment d'Internet, etc., va polluer plus que le trafic aérien. Alors, forcément, vous allez me dire, le trafic aérien, il est arrêté, etc. Mais cette statistique a été sortie avant la crise déjà, et ça fait quelques années qu'on en parlait. Donc, vraiment, notre usage aujourd'hui du web, depuis notre ordinateur, notre smartphone, notre télé, ou quoi que ce soit, est vraiment plus important. Alors, un schéma. Donc là, je vous présente un nouveau schéma que vous voyez sur votre écran qui va vous montrer ce qui se passe de manière schématique quand vous faites une requête sur le web. Alors, une requête sur le web, qu'est-ce que c'est? C'est j'ouvre mon ordinateur, je vais sur Google et je tape agence de communication, par exemple. À partir de là, vous vous en rendez pas compte parce que quand vous allez appuyer sur Entrée, vous allez avoir des résultats. Mais il s'est passé quelques millisecondes. Et pendant ces quelques millisecondes, qu'est-ce qu'a fait votre requête informatique? Votre requête informatique que vous avez faite sur votre moteur de recherche, il est arrivé dans le data center du moteur de recherche qui vous transmet donc sa page d'accueil. Vous redirigez votre requête par mot-clé. Le data center fait une recherche dans tous les résultats. Vous cliquez sur celui qui vous intéresse. Donc là, vous êtes arrivé dans les résultats, on vous a proposé vous allez cliquer sur celui qui vous intéresse. Ensuite, vous arrivez dans un nouveau data center, ou en tout cas dans un nouveau serveur, là où l'hébergeur du site héberge le site en l'occurrence, et après, vous prenez connaissance de la page. Donc en fait, il se passe plein d'actions qui sont très schématisées, je trouve assez bien schématisées dans tout ça. Plein d'actions dont on n'y prête pas forcément attention tellement elles sont naturelles et elles sont rapides. Mais en tous les cas, il s'est passé plein d'actions, et qui dit plein d'actions dit plein d'énergie.
Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, que ce soit nos mails, nos photos, nos logiciels, nos clouds, nos vidéos qu'on va regarder sur YouTube, sur Netflix et ailleurs, vraiment toutes nos données, en fait, elles sont hébergées majoritairement dans les data centers. Avant, on travaillait directement de chez nous, puis on avait un petit service, un petit serveur, pardon, avec un disque dur. On avait des sauvegardes sur clé USB, des disquettes, on faisait des CD, des disques durs externes, etc. Et maintenant, tout ça, ça a tendance à disparaître de plus en plus puisqu'on remplace tout par le cloud. Le cloud, dans l'idée, c'est génial, c'est sécurisé parce que les infrastructures des data centers qui vont héberger tout ça mettent en place des ressources techniques et de sécurité qui sont des milliers de fois supérieures à ce que vous êtes capable d'investir vous-même dans votre propre infrastructure informatique. Donc, à partir de là, vous avez quelque chose qui est sécurisé. Par contre, il y a tellement de gens qui veulent héberger des données et il y a tellement de données à héberger qu'à la fin, ça représente, ne serait-ce qu'en France, tout un tas de data centers. Donc, vous imaginez des grands entrepôts remplis de baies informatiques avec en gros des disques durs qui clignotent et qui tournent 24/24 et qui sont tous interconnectés, pour faire très schématique. Et tout ça, ça consomme de l'électricité. Ça tourne 24/24, 7 jours sur 7, donc ça dégage de la chaleur, ça nécessite donc de la climatisation, ça va demander de l'éclairage, enfin bref, ça demandait tout un tas d'énergie par rapport à ça. Et donc, quand vous faites une requête, vous naviguez dans tous ces data centers et après, vous avez le résultat. L'objectif d'aujourd'hui, quel est-il? Il est que on a tous des boîtes mail et dans ces boîtes mail, on a tout un tas d'emails qu'on remet à plus tard. On a des emails, notamment tout ce qui est newsletter, etc., où on se dit « Ah ouais, ça m'intéresse, je le mets de côté, je reviendrai plus tard dessus. » Et de vous à moi, je pense que vous allez être d'accord, en général, plus tard, c'est jamais. Vous prenez les trucs, vous les mettez dans un dossier et vous y reviendrez peut-être un jour. Donc, pour lutter contre ça, il y a des outils, et c'est l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui qui est dans le cadre de nos actions, qui est un outil totalement gratuit, qui s'appelle CleanFox. Donc CleanFox, en fait, hop, il est ici, ça arrive dans un instant. Allez mon pépère, ah ben voilà, ça y est, ça ne veut plus y aller. Excusez-moi, c'est les joies du direct, ça arrive dans un instant. Tout le monde voit le site internet de CleanFox? Ouais, ok. Donc, CleanFox, c'est un outil extrêmement simple. L'idée, c'est de nettoyer vos boîtes mail pour sauver la planète. Alors ça, c'est leur slogan marketing, mais il y a un peu de vrai dans tout ça. L'idée, en fait, c'est surtout de réduire l'impact écologique de vos boîtes mail. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, on estime qu'un email, en moyenne, ça consomme en termes de, enfin, ça pollue en termes de pollution en CO2 à peu près entre 10 et 20 grammes de CO2 par an par email. Pourquoi? Parce que votre mail, vous ne le voyez pas, il est dans un dossier, donc il est stocké, donc il est hébergé dans un data center. Mais imaginez le nombre de personnes qu'il y a sur Terre et imaginez le nombre d'emails qu'on stocke dans nos boîtes mail qui ne servent à rien et qu'on a des fois depuis 10 ans, si ce n'est plus. Donc, à partir de là, on va pouvoir nettoyer tout ça parce que un email, à peu près entre 10 et 20 grammes de CO2 de pollution. Donc, forcément, ça a un impact quand vous allez le nettoyer. Comment ça fonctionne? L'outil est extrêmement simple, il fonctionne directement en ligne. Vous n'avez alors deux fonctionnalités. Soit vous avez déjà utilisé un compte, et donc à partir de là, alors moi c'est ce qui m'arrive, hein. J'ai ni plus ni moins qu'à mettre mon adresse email, commencer, et c'est ce qui va se passer après. Je vais avoir un email qui va me permettre de me connecter. Donc, je vais recevoir un email qui va me dire « Allez hop David, je t'envoie un lien. » Je vous demande 2 secondes, j'attends, je le fais en direct, hein, donc j'attends que le mail arrive dans ma boîte. Voilà. Et donc, vous avez juste à valider cette partie-là. Le mail est en train d'arriver. Allez. Ou pas. Il arrive ou pas. Voilà, c'est en train d'arriver. Voilà, il est là. Donc là, j'ai plus qu'à confirmer. Vous ne le voyez pas sur votre écran, hein, mais voilà. Donc là, j'ai confirmé l'information. Et à partir de là, il va me proposer de commencer le nettoyage. Avant de faire cette action, je vais vous montrer déjà comment on fait pour créer en fait un compte. C'est extrêmement simple. Vous appuyez sur commencer, vous tapez le nom de votre boîte mail. À partir de là, vous allez être guidé dans des actions. Il va falloir que vous fassiez 3 manipulations. Il y a 3 étapes à faire. Et si ces étapes vous paraissent un petit peu complexes, rassurez-vous, vous avez une aide qui est très bien faite, qui est en français et qui va vous dire tu vas là, tu cliques là, tu cliques là, tu fais ça. C'est vraiment très très simple. Il suffit juste de suivre le mode d'emploi et ça vous prend, allez,
4-5 minutes la première fois et après, vous arrivez comme moi sur quelque chose, vous avez juste à mettre votre adresse mail et valider. L'idée de cette validation, c'est pour s'assurer que vous avez bien la main sur la boîte mail et qu'il n'y ait pas un piratage qui vous permette de dire bah, tiens, je rentre une adresse mail, tout de suite, j'ai accès à la boîte mail et en plus, je peux virer ce que je veux. Donc là, on vous demande une confirmation par email pour faire ça. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous allez pouvoir nettoyer votre boîte mail et vous allez arriver en fait dans cette interface-là qui va se présenter de la manière suivante. Donc, je vais avoir ici toute la partie newsletter. Je vais avoir ici une partie statistique. Donc, ce n'est pas la première fois que j'utilise l'outil. Donc, j'ai déjà fait 85 désabonnements à des newsletters. J'ai déjà supprimé voilà, 38 mails. Je peux rajouter d'autres boîtes mail. J'ai fait 380 grammes d'économie de CO2 par an. Et ensuite, je vais avoir quelques réglages si je le souhaite par rapport à ça. Alors, concrètement, comment ça fonctionne? Deux typologies d'affichage, soit vous les avez un par un, ou soit vous les avez sous forme de liste. Alors, moi, j'aime bien le côté carte parce qu'il est un peu plus rigolo que la partie liste, mais vraiment, l'action est la même. Vous avez trois types d'actions sur ce genre de produit. Donc là, il va vous proposer, en fait, chacune de vos newsletters, chacun de vos mails. Là, par exemple, ATMB, c'est mon péage. Vous savez, j'ai le télépéage là dans ma bagnole. Et donc, c'est le mail qui m'envoie la facture, qui m'envoie des infos, etc. J'ai reçu, donc j'ai 19 boîtes, 19 mails qui ont été reçus et qui sont hébergés dans ma boîte mail. Et j'ai 100% de taux d'ouverture. Donc, c'est quelque chose que je consulte souvent. Maintenant, là, en vrai, ça concerne vraiment mes factures, etc. Et je sais que j'ai le compte en ligne. Si je vais sur le site internet et que je tape mon login, mot de passe, je vais avoir un espace dans lequel je vais retrouver toutes mes factures. Donc, je n'ai aucun intérêt, personnellement, en tous les cas, à sauvegarder ce type de mail. Donc, trois types d'actions s'offrent à moi. Soit je bascule mon mail vers la gauche et comme vous l'avez indiqué, je me désabonne et je ne veux plus recevoir les emails. Soit je bascule à droite et je veux conserver les emails parce que ceux-là, j'ai envie de les garder dans ma boîte mail. Ou soit je continue à être abonné à la newsletter et donc à recevoir les mails, mais je veux juste supprimer ces mails parce que ça sert à... je les ai vus, ça m'a permis d'avoir l'information, maintenant j'en ai plus besoin, je peux les supprimer. Donc là, dans le cas présent, je vais monter en haut et donc j'ai supprimé 19 mails de tout ça. Alors rassurez-vous, si vous vous trompez, c'est pas très grave. Parce que là, mes mails, en vrai, ils sont pas vraiment supprimés. Mes mails, ils ont été mis dans la corbeille. Et donc, tant que je ne vide pas ma corbeille, je peux retrouver les mails si j'ai fait une erreur de manipulation. Là, pareil, j'ai mes rendez-vous médicaux quand je vais chez le médecin. Mes rendez-vous, c'est du passé. Encore une fois, j'ai une interface de gestion sur le site rendez-vous-médicaux.com. Je n'ai pas besoin de garder ces 13 emails. Mais par contre, j'ai envie de recevoir les prochains mails parce que si je prends un prochain rendez-vous, bah, je veux pouvoir recevoir la notification qui va bien. Donc là, je ne fais que supprimer les mails. Les trois brasseurs, c'est pareil. Doctolib, c'est pareil. OpenGo pour le parking, c'est pareil. Voyage Pirate pour la newsletter. Vous savez quoi? Je vais me désabonner parce que franchement, je ne suis pas prêt de revoyager. Donc, ça ne sert à rien de faire tourner des serveurs pour moi. Mon album photo, je ne suis pas prêt de recommander. Voilà, TripAdvisor, je m'en fiche. Compétences photo, j'en fais plus beaucoup. Et à partir de là, voilà, Veolia, je veux continuer à recevoir les mails parce que c'est mes factures d'eau, etc., etc. Et j'ai plus qu'à faire ça pour tous mes... Voilà. J'ai une barre de progression en haut qui va me dire, bah voilà, tu as traité déjà 11 newsletters sur 56. Et puis, si je veux aller un petit peu plus vite, eh ben, je peux aller directement là, je sélectionne et à partir de là, je leur fais faire une action en dessous. Clairement, c'est aussi simple que ça, que de retirer, de vider sa boîte mail et de faire un geste pour l'environnement. Ça aussi, un deuxième impact, ça va être de libérer de la place sur les disques durs de votre serveur. Parce qu'arrive un moment, pour certains, quand vous avez des boîtes Gmail, par exemple, vous pouvez arriver à ne plus avoir de place, enfin, peu importe d'ailleurs la boîte mail, mais ne plus avoir de place sur votre boîte mail. Donc, avec cet outil-là, vous pouvez faire de la place pour éviter d'avoir à acheter encore de l'espace dans les data centers pour stocker encore plus de trucs qui, concrètement, ne vous servent pas à grand-chose en général, dans la majorité des cas. Voilà, la présentation d'aujourd'hui, elle est presque terminée. L'outil est tellement simple, mais par contre, je le trouve très puissant et très efficace par rapport à ça. C'est génial, David. Bah de rien, merci. Alors moi, j'y suis pas pour grand-chose, hein, je ne suis qu'un utilisateur qui partage son expérience avec vous, mais effectivement, je trouve que les gens qui ont fait ça sont géniaux parce que c'est vraiment sympa. Si je devais vous donner une astuce et une information, je vais commencer par l'astuce. Je vais aller sur la page d'accueil qui va être... Je vais retourner à la page d'accueil. Et ce n'est pas là. Normalement, je vais pouvoir rester connecté. Ah, il va me renvoyer un mail pour me confirmer. Voilà.
quand vous avez créé si vous voulez créer un compte, pardon, éventuellement, passez par moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation, loin de là. Mais il y a quelque chose quelque part. Il faut juste que je prenne 2 secondes. Voilà, c'est ici, dans les statistiques. Je peux vous parrainer. Alors, vous parrainer sur un outil gratuit, je veux dire, ni vous ni moi, en fait, ça pose de problème. Sauf que, regardez, si vraiment vous voulez aller au bout du truc, à chaque fois que je parraine quelqu'un, donc à chaque fois que je dis à quelqu'un, tiens, utilise cet outil de ma part, CleanFox va faire un geste et va planter un arbre. Donc, concrètement, ça ne va pas être compliqué. Je vais vous envoyer en fait un code par rapport à ça pour que vous puissiez vous connecter. Et à partir de là, si on est 10, on aura planté 10 arbres par rapport à ça. Alors ça aussi, c'est une démarche qui me plaît beaucoup. Moi, chez Comeres, en tous les cas, à chaque fois que j'ai un nouveau client dans la société, en fait, chaque client a un barème et correspond à un nombre de points selon la typologie du contrat, etc. Et donc, à partir de là, tous les mois ou tous les 2 mois, selon en fait ce qu'on rentre comme contrat, on va planter des arbres. Alors, voilà, on travaille avec une association qui s'occupe de ça. En vrai, ça ne coûte pas très cher et je ne vais pas m'en cacher, ça me coûte 1 € par arbre planté. Donc, en moyenne, sur un contrat, je plante entre 3 et 10 arbres. Mais sur l'année, on n'a pas encore fait les stats parce qu'on n'a pas pris le temps de le faire. Mais sur l'année, voilà, je pense qu'on plante à peu près 150, 200 arbres, ce qui nous coûte 150, 200 €. Et si je dois même aller encore plus loin, parce que vous êtes des chefs d'entreprise, j'ai 66% de défiscalisation. Donc, autant vous dire que ça me coûte vraiment que dalle. Marketingment parlant, je trouve que c'est une belle opération sur laquelle on ne communique pas assez, nous, comme RS, qui ne me coûte pas grand-chose et qui va avec les valeurs que j'ai envie de donner à mon entreprise par rapport à ça. Ça, voilà, c'est juste une info au passage. L'autre information, je vous ai dit qu'il y avait 2 infos. Donc là, il y avait une sorte de bon plan et puis là, après, je vous donnais une info. Donc, comme toujours, sur le site, il y a un blog. Et ici, je vais aller surtout dans la fac. Et en fait, ce que je voudrais vous montrer, il y a un petit point faible dans cet outil, c'est celui-ci. Donc, en fait, c'est avec quel fournisseur d'email est-ce que je peux utiliser CleanFox? Donc, vous en avez quand même beaucoup, les boîtes Gmail, Yahoo, les boîtes Microsoft, donc les boîtes, vos adresses mail qui finissent par hotmail.fr, hotmail.com ou outlook.fr, les boîtes Orange, SFR, Free, La Poste, Nous, Numéricable, Bouygues, donc Bbox, Apple, iCloud, etc. Les seuls qui ne marchent pas encore, et je pense que ça va venir, mais je pense qu'il y a des problèmes techniques pour réussir à le faire, c'est toutes les boîtes Office 361, Office 360, pardon. Les boîtes mail qu'on utilise pour nos sociétés avec notre nom de domaine. Par exemple, ma boîte @comeres.fr. Celle-ci, je ne peux pas l'utiliser dans l'outil. J'ai déjà contacté le support il y a quelques mois pour leur demander, et pour l'instant, ce n'était pas à l'ordre du jour et ce n'était pas possible. Bon, après, je me dis qu'on a tous en général plusieurs boîtes mail et que si déjà on peut nettoyer toutes les autres, franchement, c'est déjà pas mal. Une autre information, du coup, j'ai fait un peu de recherche en fait sur le sujet. Je suis tombé sur un rapport annuel de Greenpeace. Alors, l'idée, c'est pas de prendre parti pour Greenpeace ou pas, c'est pas l'idée. C'est juste qu'ils font un rapport en fait sur des classifications, des notes, de l'utilisation de pollution numérique des grands outils numériques qu'on utilise au quotidien. Alors, pour vous donner quelques chiffres, comme ça, l'idée, c'est pas de leur tirer dessus à vue parce que c'est des outils qu'on utilise tous au quotidien, mais vous allez prendre Netflix, voilà, qui va avoir une note finale en termes de pollution de D. Hier, on avait Étienne qui nous parlait de Vimeo, qui disait effectivement plus professionnel, etc. Vimeo, qui est un équivalent de YouTube, encore une fois, pour faire simple, on a une note de D. On a une note finale D, alors que YouTube, on a une note finale A. Gardez en tête aussi que YouTube, derrière, c'est Google et que Google dépense beaucoup d'argent dans cette partie-là. On va le voir dans un instant. On va le retrouver notamment dans la partie donc, moteur de recherche, quelques moteurs de recherche que vous connaissez, notamment Bing, Google, Yahoo. Et donc, à partir de là, on voit qu'aujourd'hui, le moteur de recherche qui consomme le moins d'énergie, ça reste Google. Si on veut aller sur le streaming, Spotify, par exemple, voilà, la note, elle est D. iTunes, la note va être A. Donc, iTunes consomme moins que Spotify. Après, il faudrait voir dans les détails. C'est dommage qu'il n'y ait pas Deezer, mais Deezer étant français, je pense que là, on est vraiment sur quelque chose qui est international. Au niveau des messageries, je suis ravi de voir que WhatsApp, vous savez que je suis un fervent fan de WhatsApp, je l'utilise tout le temps et vous le voyez, WhatsApp a la note de A. Donc derrière WhatsApp, c'est Facebook. Donc les Facebook et Google jouent bien le jeu par rapport à ça. Apple aussi notamment avec ses e-messages. Et au niveau des réseaux sociaux, voilà, Facebook.com, on a une note de A.
Alors, gardez en tête, hein, ça ne veut pas dire que ça ne pollue pas du tout. C'est juste qu'en tous les cas, il y a des ressources qui sont mises pour limiter cet impact. Instagram, qui fait partie du groupe Facebook, pareil. On va avoir LinkedIn, qui est en B, qui fait partie du groupe Microsoft, pour info. Et puis après, les autres, Pinterest, Twitter, etc. Alors, gardez en tête aussi que mettre en place ce genre d'infrastructure pour limiter l'impact environnemental coûte très cher, demande beaucoup de ressources financières, de développement, de recherche, etc. Et forcément, un Facebook n'a pas les mêmes moyens qu'une entreprise, par exemple, comme Pinterest ou d'autres. Et puis après, il y a aussi une volonté de l'entreprise par rapport à ça. Des sites comme WordPress, voilà, ils sont classés D. Hein, je vous sors quelques noms que vous pouvez potentiellement connaître. Après, des e-commerce, donc Amazon, on est sur C. eBay, on est sur B, donc eBay pollue moins a priori qu'Amazon, etc. Donc l'idée, voilà, c'était de vous donner quelques indicateurs comme ça pour que vous ayez quelques repères et quelques réflexes là-dessus. J'arrête le partage d'écran et je reviens auprès de vous. Voilà, je me suis un peu dispersé, je n'ai pas parlé que de l'outil aujourd'hui, j'ai essayé de faire une petite, pour le coup je l'utilise pas souvent, mais une petite thématique sur la pollution numérique. Voilà, pour essayer de vous sensibiliser un peu et puis vous donner au moins un outil pour naviguer là-dessus. Si je devais vous donner un deuxième conseil, pardon, quand vous faites une recherche sur Internet, n'hésitez pas déjà à utiliser les favoris. Je vous montrerai, on va faire un épisode sur Chrome, Firefox, etc. Je vous montrerai les favoris. Gardez en tête que sur le schéma que je vous ai montré, quand vous faites une requête sur un moteur de recherche, vous consommez de l'énergie sur le serveur du moteur de recherche. Le moteur de recherche, il tourne, donc il consomme de l'énergie pour vous afficher des résultats et après, vous arrivez sur le site. Si vous avez un lien ou si vous tapez directement, par exemple, facebook.com pour aller sur Facebook au lieu de taper Facebook sur Google et après de cliquer, vous supprimez une étape et donc vous supprimez en fait de la consommation d'énergie. Et c'est des petites choses comme ça, mais si vous changez des petits comportements, voilà. Et quand c'est des sites que vous allez tous les jours, utilisez les favoris qui vont vous emmener directement sur la bonne page, limiter une étape et donc sur l'année, sur le nombre de recherches que vous faites par an, croyez-moi, ça aura un impact positif. Je vous écoute si vous avez des questions ou ce que vous en pensez. Oui, moi j'en ai. Oui. Est-ce que ça vient en complément? Alors je vais être très concret dans la question. Moi, de la poubelle jaune, oui. Non, pardon. Moi, je fais l'effort, je vais pas dire très régulièrement, mais voilà, je fais l'effort au moins 3 à 4 fois par an de faire un survol global de toutes mes boîtes mail et de supprimer les mails dont je n'ai plus besoin. Une fois que j'ai fait ça, est-ce que cet outil viendrait en complément ou c'est pour pallier à ce que je n'aurais pas fait au préalable? C'est exactement ça. Ce serait pour pallier à ce que tu n'as pas fait au préalable ou éventuellement des newsletters auprès desquels tu reçois pas beaucoup de mails ou alors tu as oublié d'en supprimer une partie et donc ça va venir effectivement en complément. Maintenant, je fais moi aussi, notamment sur ma boîte pro, comme je disais, les comptes Office 365, on ne peut pas le faire. Et tu le sais, on est sur des groupes WhatsApp en commun où je vous ai déjà montré, vous avez vu ma boîte, je suis à 0, etc. Tu as déjà vu des messages de moi passer comme ça. Donc ça, je le fais à la main, effectivement, c'est chronophage. J'essaie de le faire une fois par trimestre pour que ça ne me prenne pas trop de temps. Là, l'avantage avec ça, c'est que clairement, moi, je vois la différence entre les deux. Tu vas être beaucoup plus rapide pour nettoyer ta boîte mail avec un outil comme ça que de tout checker à la main. Donc, moi, ce que je peux te conseiller, c'est l'effet inverse, c'est utilise d'abord un outil comme celui-ci pour dégrossir le travail et éventuellement, si après tu veux aller affiner, tu auras déjà viré une grosse partie de tout ce qui est malheureusement, je ne pourrais pas parce que là où j'ai le plus de mails, c'est ma boîte pro et c'est du 365. C'est normal. Et voilà. Mais c'est pas grave. Après, en revanche, je vous la fais courte, mais je stocke beaucoup de mails parce que c'est aussi pour moi une manière d'avoir un dossier complet avec les correspondances et tout ça. Donc, en tout cas, moi, sur mes dossiers, j'ai besoin de garder des correspondances, qu'il y a des accords au préalable, bien sûr. En revanche, quand un dossier est terminé, je vais aller dans le dossier du client et ses mails et je vais supprimer les mails qui n'ont pas d'intérêt juridique. Donc, ça prend un peu de temps. Mais en revanche, une fois que c'est fait, on a pu y revenir. Voilà. Donc, après, si j'ai un conseil, moi, à donner, c'est vrai que survoler ces mails, ça peut être parfois chiant. On a tous besoin et de plus en plus parce qu'on a quand même face à nous des clients qui sont un petit peu plus tendus, donc on a besoin de légaliser les choses. Mais pour le coup, quand votre dossier est terminé ou prenez le temps, là en ce moment c'est le moment, pour ceux qui peuvent, c'est d'aller travailler sur des sujets, par exemple comme celui-ci. Certes, ça va peut-être vous occuper 5 à 6 heures, mais c'est pas grave. Ouais. Et moi, je vais vous donner un autre conseil, j'en profitais de la fenêtre ouverte.
si vous avez des fichiers clients, c'est le moment de les reprendre à main et de vérifier que vous êtes bien à jour de tout. Ça pourra vous servir. Je vous ai rien dit. Au revoir. Merci Fred, je suis assez d'accord, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Moi, c'est un travail que j'ai fait perso de mettre à jour sur tout un tas de données comme celle-ci, mettre à jour mes fiches clients, etc. pour m'assurer d'avoir… parce qu'après, quand on va reprendre le rush, entre guillemets, on va pas avoir le temps de faire ça. Ça, c'est clair. Manuel, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce que j'ai dit? Est-ce que la pollution numérique, c'est quelque chose dans ton métier qui est évoqué de temps en temps? Pas du tout. Rappelle-nous éventuellement ce que tu fais un petit peu pour que les gens comprennent pourquoi je te donne la parole là-dessus. Il faut juste que tu actives ton micro. Je m'en occupe. Voilà, il est activé ton micro. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Parce qu'hier, j'ai eu des problèmes de micro. Donc là, ça va mieux. Effectivement, c'est des choses dont on parle parce qu'on ramène toujours l'expression, effectivement, dans le domaine des déchets, c'est à la tonne. L'unité de mesure est à la tonne. Et effectivement, il y a quelques ratios qui existent quand on veut ramener la tonne de déchets sur des kilos carbone. Juste un chiffre, on génère tous en moyenne à peu près 125 kilos par an, par habitant, de déchets dits putrescibles. Et de ces déchets putrescibles, donc, on génère à peu près, au niveau du kilo carbone, ça correspond à peu près à 17%, c'est-à-dire à peu près 21 kilos. Donc, je n'ai pas les chiffres, effectivement, sur le côté numérique, mais de toute façon, c'est une pollution invisible qui est extrêmement difficile à faire adhérer, je dirais, à tous les producteurs que nous sommes tous à travers le digital, et le digital se développe à vitesse grand V, pour effectivement faire correspondre ces tonnes de CO2 en tonnes de déchets et réduire effectivement leur impact sur l'environnement. C'est le problème de tout ce qui est caché. Voilà. C'est clair. En fait, c'est ça. Hein, c'est comme ça. En fait, finalement, j'aurais tendance à dire, c'est un peu comme le coronavirus. Ça se voit pas. En fait, entre guillemets, l'ennemi ou le danger, voilà, il ne se voit pas. Et donc, du coup, on a du mal. Enfin, l'humain a du mal à palper, à se rendre compte de ce qui est invisible, en fait. Hein. Donc, ce qui n'est pas visible à l'œil nu, on va dire. C'est ça. Donc, et malheureusement, comme souvent, pour les déchets, c'est effectivement des métiers qui sont souvent invisibles. Pour la pollution numérique, c'est exactement la même chose. On n'a pas le regard là-dessus. On a des chiffres, mais c'est abstrait. Quand on s'exprime en kilos de CO2 pour le commun des mortels, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, c'est toute la problématique, effectivement, de transposer ces kilos de CO2 en données factuelles. Alors moi, j'ai une analogie par rapport à ça. Pour vous donner un ordre de grandeur, un email conservé pendant 1 an sur une boîte mail, c'est l'équivalent en termes de pollution qu'un sac plastique. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, ce qui fait que si vous supprimez 1000 mails qui ne servent à rien de votre boîte mail, dites-vous sur 1 an, c'est comme si vous recycliez finalement, comme si vous empêchiez la pollution de 1000 sacs plastiques. Et 1000 mails, croyez-moi que ça va très très vite. Voilà, c'est pour vous donner une sorte d'analogie. Pareil, pour vous donner une correspondance là-dessus, c'est ce que je disais au début, la pollution numérique, cette année, elle va polluer plus, elle a franchi le cap où elle pollue plus que le transport aérien. Donc, quand vous prenez l'avion à l'aéroport, vous voyez les énormes camions citernes, vous dites, voilà, tout ce gasoil, tout ce pétrole. Quand vous voyez les avions passer toute la journée autour de vous, vous dites, oh, les mecs, ils dégazent, nanana, ça pollue les champs, les machins, les trucs. Dites-vous que finalement, parce que ce n'est pas le vôtre, hein, c'est le nôtre, j'en fais partie, notre utilisation du web et de l'informatique et des communications et de tout ça au quotidien pollue aujourd'hui plus que tout le transport aérien, ce qui est relativement incroyable. Tu veux rajouter quelque chose qu'on arrive au bout, Manuel, pardon? Non, ça a été… écoute, c'est très clair. Effectivement, je crois qu'il faut travailler dans ce sens-là pour réduire effectivement les nuisances environnementales. Et ce genre d'outil que tu as présenté, il contribue parfaitement. C'est ça. Et puis, il est facile d'utilisation. Je reviens sur ce que tu disais sur la partie, quand tu as listé effectivement les entreprises qui étaient, on va dire, un peu plus vertueuses que d'autres.
Mais effectivement, la vertu coûte très très cher. C'est ça. On va dire la pollution, l'environnement, on est sur effectivement des métiers qui sont extrêmement capitalistiques. Donc à un moment donné, si effectivement on veut vraiment réduire l'empreinte environnementale, il faudra à un moment donné que les capitaux soient orientés vers des entreprises avec le label vert. Mais ça, c'est un autre débat, quoi. C'est clair. Bon, merci beaucoup pour ton intervention en tous les cas. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires. Non, mais j'ai un ami dans le Val d'Oise qui a une société qui s'appelle Greenet.io. IO étant un peu le chapeau de toutes ces sociétés. Il me semble que ça vient du jeu, non, initialement, David? Tu me poses une colle. Mais en général, on voit tout ça dans tous les IO, dans tout ce qui est French Tech, dans Startup, voilà, dans les startups, etc. Donc, et il agit un petit peu dans le même esprit que CleanFox. IO, je me demande, alors je fais une parenthèse, IO, ça vient peut-être du côté code, développement binaire, le 1 et le 0. Il y a peut-être un truc dans ce style-là. Et voilà, et il se développe à fond parce que c'est vraiment tendance et il y a une prise de conscience de plus en plus des sociétés de cette pollution et donc lui il forme les gens et il a un outil, alors ça fonctionne pour l'instant que sur Gmail, mais qui quand tu rédiges un mail, il t'indique ton impact en termes de CO2 en fonction de ce que tu mets dans ton mail, etc. Donc c'est un outil qui est vachement intéressant. Intéressant, ouais, effectivement. Ouais. Et il est du 95, donc c'est encore plus intéressant. Bon, bah écoute, merci pour cette information en tous les cas. S'il n'y a pas d'autres commentaires, pas d'autres questions, chers amis, je vais vous saluer. Et je vais retourner à mes occupations. Vous souhaitez un très bon week-end. Je veux bien un code. Comment? Je veux bien que tu m'envoies un code de parrainage. Ouais, alors je veux bien que dans ces cas, si ça ne t'embête pas, tu me le demandes par WhatsApp et comme ça, je te le retransfère par WhatsApp directement parce que c'est le genre de truc, si verbalement, garde en tête que je suis un homme, que ça rentre là et des fois, ça sort rapidement par là. Je pense que tu peux l'envoyer à tout le monde, le code. Envoie-le directement sur le WhatsApp pour tout le monde. Ouais, je ne sais pas si ce sera le même code pour tout le monde ou si ce sera un code différent à chaque fois. Donc, voilà. Ah, ok. Alors, on te fait la demande. Alors. Voilà, exactement. Et puis moi, je fais suivre. D'accord? Allez, amusez-vous bien en tous les cas et passez tous une bonne journée. Merci de votre présence et à demain. Bisous, bonne journée à toi. Merci encore. Ciao.